On revient pour la seconde partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Yahweh Klonokuno et Zana Vewel Sadio Hechu. Nous passons maintenant du côté du Bénin. Le port de Cotonou autorise à nouveau les importations vers le Niger. 5 mois après le coup d'État du général Tchani, le Bénin autorise à nouveau le transit des marchandises par son port. Le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou. C'est ce qu'a annoncé mercredi 27 décembre le directeur général du port de Cotonou dans un communiqué après 5 mois de sanctions ouest-africaines appliquées en réponse au coup d'État de Abdourahmane Tchani. Il est procédé à la levée de la mesure relative à la suspension dans le port de Cotonou des importations de marchandises à destination du Niger. C'est le directeur général du port autonome de Cotonou, Bart Joseph Johan Van Eno, qui l'écrit. Cette mesure, Yahweh Klonokuno, est assez curieuse quand on sait avec quelle véhémence le Bénin avait soutenu les sanctions contre le Niger. À l'heure actuelle, les sanctions sont toujours en place, donc les frontières sont supposées être fermées. Comment comprendre que le Bénin rouvre ses frontières maritimes pour le Niger alors que les sanctions de la CEDEAO soient toujours applicables? Oui, M. Samuel, vous savez, avant de me prononcer sur le sujet concernant le Bénin, je voudrais quand même revenir un peu sur le sujet précédent et lancer un appel. Je ne sais pas si les Congolais nous suivent sur Neuro TV, mais je voudrais appeler l'opposition congolaise à se ressaisir, à se ressaisir et à mettre en exergue leur amour pour leur pays et comprendre que, bon, le président Tshisekedi rentre dans son second mandat et donc qu'il se fasse à cette évidence-là, que le président Tshisekedi entame son deuxième mandat et qu'il économise, comment dirais-je, qu'il épargne au pays de basculer avec des contestations électorales, etc. Le pays connaît également d'autres difficultés, des attaques, etc. Alors qu'ils tiennent compte de cela, de tout cela, et épargnent le pays, épargnent le peuple congolais de tous ces scénarios, de tous ces brouhahas, de contestations, etc. On va revenir au Niger. Et arriver à un arrangement politique, que le président Tshisekedi aussi soit ouvert pour qu'il y ait un arrangement politique. Permettez qu'on revienne au Niger, voilà. Je pense que le message est passé. Donc, alors maintenant, vous savez, le président Talon, moi je dis que il ne faut pas oublier que avant d'être président, c'est un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires, ce sont des gens qui sont d'une certaine subtilité et ils savent comment agir à tel ou tel moment. Et le Bénin n'a pas déclaré ses frontières ouvertes. Le Bénin s'est toujours inscrit dans cette dynamique de la CEDEAO et le Bénin reste toujours dans cette même dynamique-là. Alors maintenant, si le président Talon fait de telles déclarations, je crois qu'il faut avoir une certaine hauteur d'esprit pour comprendre le sens de son message. Et quel est le sens du message? Alors, le sens de ce message est que je vais vous rappeler qu'au dernier sommet de la CEDEAO, je crois le 10 décembre dernier, le président Patrice Talon a été désigné comme médiateur. Alors donc, s'il est désigné comme médiateur, il faut qu'il donne une certaine ouverture. Cette posture-là fait qu'il ne se met plus dans une certaine stérilité, dans un certain systématisme. Sa position il se voit assigné d'une mission. D'ailleurs même, depuis qu'il y a cette histoire de coup d'État au Niger, c'est la première fois que la CEDEAO désigne officiellement des médiateurs. En l'occurrence, le Bénin, notre pays, le Togo et la Sierra Leone. De façon officielle, c'est maintenant qu'il y a des médiateurs. De façon officielle. Alors, maintenant, donc, cette posture, en tant que président, en tant que diplomate, en tant que quelqu'un qui soit éclairé,
c'est tout à fait normal que... En tout cas, c'est pas ce que dit le communiqué. Hein. Le communiqué dit que cette mesure a été prise au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles des traitements de marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion. Donc, du coup, c'est pas, on ne regarde pas les conditions, mais en même temps, si je veux croire ce que vous dites, comment est-ce que le Bénin, est-ce que ça veut dire que le Bénin s'oppose aujourd'hui aux décisions, aux sanctions de la CEDEAO? Monsieur Samuel, je crois que je vais me répéter. J'ai dit, le Bénin vient d'être désigné comme médiateur, entre autres. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Voilà, il y a le Togo, il y a la Sierra Leone qui, eux, n'ont pas levé, n'ont pas pris cette mesure-là. Alors, maintenant, vous savez, monsieur Samuel, si vous voulez me pousser à parler loin, à dire loin, mais tant que la CEDEAO a pris cette sanction, même le port du Togo ne devait pas laisser passer les marchandises à destination du Niger. Le port ne laisse pas de marchandises. Les marchandises vont peut-être à Ouaga, quitte à Ouaga de l'amener où il veut. C'est pas ce qui se fait officiellement en tout cas. Alors donc, et aujourd'hui, et le Burkina, le Mali ne sont plus sur la pluie des sanctions. Alors donc, si les sanctions de la CEDEAO devaient être respectées, c'est parce que, et permettez-moi, si le Burkina et le Mali entretiennent des relations qui ne respectent pas l'esprit des sanctions, c'est de la trahison, vous comprenez. Et s'il n'y avait pas cette trahison, cette traite-là, le Niger ne se verrait pas toujours dans cette position dans cette posture de défiance, de rapport de force, etc. Alors donc vous comprenez. Bon, bref. Vous m'avez amené sur le terrain sur lequel je ne voudrais pas aller, mais pour revenir, pour vous dire que le président Patrice Talon, il est désigné, entre autres, médiateur, et donc je crois qu'il est en train de poser les bases de façon stratégique à rassurer les acteurs en face, ceux avec qui il y aura à jouer à la médiation. C'est comme une brèche qui est tendue pour les rassurer, afin de favoriser que les rencontres se passent bien, pour qu'il y ait une décision finale de lever des sanctions par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Zana Sacho, est-ce que ce ne serait pas plutôt parce que le Bénin, le port de Cotonou, qui dépend aussi en grande partie des pays de l'Interland, il faut le comprendre. Est-ce que ce n'est pas parce que le port de Cotonou ressent l'asphyxie qu'il est aujourd'hui obligé de lever un peu le pied? Non seulement il y a ce problème de recettes dont pâtit le port de Cotonou, mais aussi il y a la concurrence. Puisque, avec Lomé. Forcément, puisque en temps, il y a d'autres partenaires logistiques qui se sont affirmés, affichés pour proposer des solutions alternatives au Niger. Je crois que lors de la mise au pied de de cette suspension, il avait été dit qu'il s'agissait de raisons logistiques et de congestionnement, et qu'il fallait, il proposait 3 solutions aux opérateurs économiques qui importaient à destination du Niger, soit la réexportation, soit la mise en consommation locale, ou bien changer la destination. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour que l'on prenne cette décision? Et aussi, n'oublions pas que à une certaine période donnée, il a été question qu'une certaine force d'intervention de la CEDEAO pose ses valises au Bénin. Donc, l'histoire nous en apprend beaucoup de choses. Donc, face à un tel revirement, comment la comprendre? Moi, je pense que c'est forcément pour des raisons économiques. Parce que vous avez récemment, il y a eu, je crois, au Maroc, à l'initiative du roi Mohamed VI, faciliter l'accès aux pays de l'AES, à l'océan Atlantique, quelque chose comme ça. Et donc, je crois que la concurrence est en train de s'affirmer. Et le Bénin a compris, il fallait forcément et rapidement changer de position. Mais je crois qu'il y a une chose qui est sûre, que le Bénin décide que son port soit utilisé par le Niger, c'est une chose, mais vous avez vu très vite que la Chambre de commerce
et d'industrie du Niger a réagi que même s'ils décident de faire passer les marchandises, les sanctions de la CEDEAO existent toujours. Vous imaginez, les marchandises quittent le port, elles arrivent à la frontière terrestre, on vous dit que vous êtes sous sanction. Vous faites comment? Et donc c'est vraiment un risque que les opérateurs nigériens ne peuvent pas prendre. Et nous ici, nous ne pouvons que les encourager à utiliser le port autonome de Lomé. Oui. Monsieur Samuel, c'est en cela Monsieur Siré, vous refusez qu'ils utilisent le port? Il faut être patriotique ou pas? C'est là je disais que c'est une main tendue. De qui à qui? Du président Patrice Talon, parce qu'il est désigné médiateur. C'est une main tendue, c'est une brèche pour rassurer les interlocuteurs de ce que cette mission qui leur est assignée par la CEDEAO, qu'ils ont la bonne volonté de la mener, non plus dans une posture de rapport de force, mais dans une logique de trouver des solutions pour que très rapidement ces sanctions-là soient levées et que le peuple nigérien puisse aussi avoir cette facilité d'occuper, de vaquer à leurs occupations, etc. Mais donc, vous avez eu la réponse du berger à la bergère. Non. La Chambre du commerce et d'industrie de Niamey a réagi, du Niger a réagi en disant les sanctions étant toujours là, nous demandons aux opérateurs économiques d'utiliser les canaux qu'ils ont toujours utilisés jusque-là. Ce qui veut dire que bien que les sanctions soient là, le Niger n'a jamais été asphyxié. Le Niger a trouvé d'autres canaux, notamment peut-être Lomé, par Ouaga, on ne sait jamais, et d'autres ports également qui ont frontière avec le Burkina, parce que n'oublions pas, le Bénin a une frontière directe avec le Niger. Et donc le port de Cotonou est très dépendant des importations vers l'Interland. Bon, quoi qu'il en soit, M. Samuel, si nous devons tenir un langage économique, il faut toujours comprendre, accepter que c'est toujours dans l'intérêt du Niger de faire passer ces marchandises par le port du Bénin, de Cotonou, que par le port de Lomé. Parce que vous voyez le trajet et ce que ça doit leur coûter dorénavant, s'ils doivent faire passer leurs marchandises par le port de Lomé, jusqu'arriver, passer par le Burkina, c'est loin. Moi, j'ai fait la route de Lomé jusqu'au Niger. Bon, de toute façon, passer par le Burkina, mais c'est plus facile de passer par le Bénin et rattacher le Niger que par le Burkina, remonter, etc. Donc, de toutes les façons, ils ont intérêt. Est-ce que le Bénin, lui, n'y a aucun intérêt? Ils ont intérêt. Oui, le Bénin aussi. Ils ont intérêt et je crois que si... Vous avez commencé vos propos en disant que Patrice Talon est un homme d'affaires. Et si aujourd'hui... Si je reste dans la mentalité d'un homme d'affaires, le Bénin a beaucoup à y gagner aujourd'hui, oui, en renouant avec Niamey. Oui, monsieur Samuel, vous voyez, il n'y a pas que seulement la question de gain. Il faut aussi des principes. Nous sommes des êtres humains. Et nous devons être guidés par des principes. Nous devons être guidés par un idéal. Si on en est là, on ne serait pas en train de parler de ce communiqué. Oui, et ça veut dire que la CEDEAO se prononce contre les coups d'État, les putsch. Ça, c'est quelque chose qui répond au principe. Et je vais encore me répéter pour dire que c'est parce que le Niger a trouvé qu'il y en a qui ne respectent pas les consignes de la CEDEAO. C'est pourquoi et le Niger se permet ça. Si tous les pays de la CEDEAO dans l'ensemble respectaient fidèlement ces sanctions de la CEDEAO, vous croyez que même, est-ce que nous en serons même encore là, que c'est maintenant qu'il faut désigner des médiateurs? Mais il aurait déjà trouvé des solutions de prix. Je vous signale quand même que les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences économiques pour le Bénin, qui enregistre une baisse de ses revenus portuaires. Et d'ailleurs, le président Patrice Talon a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations avec son voisin sahélien. Oui, au moins, nous n'avons pas vu que le Bénin soit obligé d'arnaquer des petits-enfants qui sont obligés de venir faire des dons, comme quoi des enfants qui viennent faire des dons au gouvernement parce que il n'y a pas les moyens, parce que etc. Au moins, nous n'avons pas vu que des gens, des Béninois soient obligés de mobiliser de l'argent pour venir donner au gouvernement béninois. Qu'est-ce que ça fait quand un citoyen donne de l'argent à son pays? Est-ce qu'il y a un problème? C'est ça aussi le patriotisme. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, comme pour dire, alors M. Samuel, comme pour dire que... Oui, sérieux, où se trouve le problème? Ailleurs, ça se fait. Les gens mobilisent des ressources pour soutenir leur État.
quand il y a des difficultés. Alors, monsieur Samuel, qu'est-ce que ne déviez pas la réalité de la chose, l'essence de la chose. Je ne dévie pas la réalité. Moi, je vous dis que le port de Cotonou est asphyxié. Et Patrice Talon a lui-même dit qu'il veut rétablir les relations. Vous dire que le Bénin, si Talon le dit, c'est qu'il y a des problèmes. Comme pour vous dire que le Bénin n'est pas autant économiquement en difficulté comme le Niger. Il n'y a pas de problème, mais là nous parlons du Bénin dont le port a des problèmes. Oui, le Niger a plus de problèmes aujourd'hui avec ces sanctions. Oui, mais c'est le Bénin qui vient de lever. C'est le Bénin qui vient de lever les pieds. C'est pas le Niger qui a demandé. Et d'ailleurs, le Niger a réagi en disant nous n'en voulons pas. Le Bénin n'a pas rouvert ses frontières. Mais le Niger a réagi en disant nous n'en voulons pas. Le Bénin n'a pas rouvert ses frontières. Le Niger a dit nous n'en voulons pas. De toute façon, je vous dis que c'est une stratégie du président Talon et il faut avoir une certaine hauteur d'esprit pour cerner, pour comprendre cela. Voilà. Bon, moi, je suis très factuel, hein, moi, dans les faits. Mais il ne faut pas être... Parce que c'est la face visible que l'on sait. Là, nous vivons dans un monde visible, c'est Cyril. Pauvre béninois, etc. Mais je vous dis que le président Talon, en tant que... Actuellement, l'un des médiateurs, c'est une stratégie, c'est une ouverture, il faut, bon, bref, peut-être il n'est pas permis à tout le monde d'avoir une bonne lecture de certaines actions des grands hommes. Et donc, moi, je me réjouis de ce que j'ai pu déceler, j'ai pu discerner cela, et pour vous dire que, oui, c'est cette démarche-là qu'entreprend le président Patrice Talon, et que, bon, pour ce qui concerne le port, c'est ce qui est affiché. Hein, bon, d'accord. On va évoluer vers le bilan 2023. Surtout sur le plan international, on parle de cette guerre entre Israël et le Hamas qui est du côté de la bande de Gaza. Cette guerre qui finalement éclipse la guerre en Ukraine. On sait également que l'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis au moins 2 ans maintenant. Eh bien, la guerre entre Israël et le Hamas éclatait après l'attaque du 7 octobre dernier, une attaque menée par le Hamas contre Israël, une guerre très meurtrière. Après un peu plus de 2 mois de combat, on parle de plus de 26 000 morts dans la bande de Gaza, alors que du côté d'Israël, on dénonce une vingtaine de décès de militaires. Zana, Sadio, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à comprendre finalement pourquoi on se bat finalement? Qu'est-ce que Israël cherche à faire à travers cette guerre? Tout d'abord, il faut dénoncer que le fait qu'une entreprise terroriste appelée le Hamas ait mené cette attaque, c'était le 7 octobre. Et qu'il s'agit en réalité de la légitime défense de la part de l'État d'Israël. Mais je crois qu'au-delà de cet aspect, il faut remonter aux sources profondes de ce conflit. Et je crois que l'ONU s'est plusieurs fois penché sur la question et il y a une résolution de l'ONU qui insiste sur la solution à 2 États pour une paix durable entre ces 2 pays. Je parle de la Palestine et d'Israël. C'est-à-dire qu'il faut l'existence d'un État palestinien et il faut l'existence d'un État israélien. Mais il faut se demander quelle est la partie qui bloque la création de l'autre État depuis des années. Il y a des sondages crédibles qui font état que la majeure partie de la population, aussi bien en Israël, aussi bien en Palestine, sont favorables pour cette solution à 2 États-là. Et c'est uniquement les dirigeants qui bloquent ce processus-là. Malheureusement, qui sont en train de mourir aujourd'hui, ce sont les populations. Et je crois que cette situation entre l'Israël et la Palestine démontre de l'hypocrisie dans ce qu'on appelle les relations internationales. Vous avez une résolution des Nations Unies qui est bloquée jusqu'alors. Parce que peut-être on est en position de force. Et ces situations-là, il y a très peu de pays, très peu de personnes qui sont capables de le dire de manière audible. Soit ils sont dans des langues de bois, mais la vérité, c'est qu'il y a obstruction à la création de l'État palestinien. C'est ça le vrai problème. Vous savez, quand il y a des problèmes, il y a des gens qui sont modérés. Il y a des gens qui optent pour la voie diplomatique. Mais malheureusement, il y a des têtes brûlées, comme les gens du Hamas qui ont opté pour le terrorisme.
Et donc je crois que pour une paix durable, il faut vraiment mettre sur pied l'État palestinien, forcément. L'ONU a reconnu ce droit aux Palestiniens d'avoir un État sans immixtion, sans ingérence de l'État israélien. Mais pourquoi jusqu'alors cet État palestinien ne voit pas ce jour? Ayons le courage de le dire. Pour y arriver, on n'a pas besoin de passer par le terrorisme. Mais je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Il faut être réaliste. Pour une paix durable, pour éviter la guerre, il faut mettre sur pied l'État palestinien. Il y a une résolution des Nations Unies qui a même fixé les limites de l'État palestinien, qui doit comprendre la Cisjordanie, la bande de Gaza, la vieille ville. Pourquoi jusqu'alors ça ne voit pas le jour? Il faut se poser la question, qui bloque? Qui alimente cet extrémisme de la part du Hamas? C'est vrai, les neutraliser militairement, bon, ça peut être une approche à court terme, mais les vrais dirigeants du Hamas sont-ils dans la bande de Gaza aujourd'hui? On sait dans les pays, ils sont au Qatar, ils sont ici, ils sont où? Est-ce que c'est eux qui sont bombardés? Est-ce que c'est ceux qui ont organisé, ceux qui ont soutenu ça, qui sont en train de mourir aujourd'hui? Sincèrement, j'ai une pensée vraiment pour les Palestiniens. C'est pour cela, Yao Kuno, que beaucoup ne comprennent pas la stratégie militaire d'Israël qui bombarde à tue-tête des femmes, des enfants, des innocents qui sont massacrés, 26 000 morts depuis le 7 octobre. C'est plus de 55 000 blessés. Sous prétexte qu'on et plus de 70% des femmes et des enfants. Sous prétexte qu'on veut décapiter le Hamas qui n'est pas visible aujourd'hui. Monsieur Samuel, d'abord, je tiens à féliciter notre pays, le Togo, qui, aux premières heures de l'attaque contre Israël, s'est prononcé en faveur d'Israël, a témoigné toute sa compassion, sa solidarité à l'État israélien. Je tiens d'abord à féliciter mon pays pour cela. Bon, maintenant, pour revenir dans le sujet, monsieur Samuel, vous savez quoi? Moi, je nourrissais un grand espoir de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Parce que c'était un processus qui consistait à normaliser les relations entre Israël et certains pays arabes. Et je crois que à terme, oui, ce processus-là pourrait favoriser à concrétiser cette résolution de l'ONU qui consiste à ce que l'État palestinien soit existant de façon légale. Mais malheureusement, cette démarche-là de l'Arabie Saoudite, je crois, je ne veux pas prêter des intentions à l'Iran. Bon, mais il y a d'autres dans l'ombre avec des manœuvres obscures. Et en réalité, oui, c'est cela aussi, je partage aussi l'interrogation de mon frère Sana. Quand il demande, mais qui sont ceux-là au juste qui en réalité bloquent que la Palestine ne soit pas un État existant dépendant? Il y a des non-dits, même dans la même région. Exactement. Alors donc, et brusquement, alors pour bloquer ce processus-là qui a enclenché ce processus de rapprochement entre l'Israël et les États arabes, voilà le Hamas qui vient commettre ça. Et quand le Hamas commet ça, qu'est-ce qu'on voit? Dans un premier temps, c'est l'Iran et la Turquie, Erdogan, qui s'agitent. Mais depuis un certain temps, je n'entends même plus parler d'Erdogan encore. Je ne l'entends plus parler. Non. Et monsieur Samuel, vous savez quoi? Si les États-Unis affichent de telles positions, ils savent bien de quoi il en est. Et ils savent, vous souvenez, même il a mis en garde l'Iran, etc. Ils savent bien de quoi il en est. Et ce qui bloque réellement cette résolution, ce qui empêche que cela arrive. Oui, mais le fond de ma question, c'est de savoir, est-ce que vous comprenez la stratégie militaire israélienne? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Il faut juste comprendre que pour Israël, les populations civiles sont complices du Hamas. Et donc on massacre les sont femmes, complices. on massacre Je ne sais pas les ce que vous enfants. appelez par massacrer les femmes. Est-ce que le Hamas, quand le Hamas a commis son acte, tout le monde a condamné. Le 7 octobre, Tout le monde a condamné cela. Est-ce que c'est une attaque militaire
contre les militaires, un combat. Oui, mais non, tout le monde l'a condamné. C'est les mêmes enfants. Est-ce pour autant qu'il faut répondre? C'est les mêmes civils. Il faut répondre à la folie, par la folie. Alors, donc, vous 26 savez... 000 morts. Oui, monsieur Samuel, cette question, mois. je pense bien que c'est Israël même qui a même de vous donner la quintessence de son action. Oui, mais en tant qu'analyste, est-ce que vous comprenez cette stratégie en tant qu'analyste et moi, en tant que défenseur, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'un acteur de la non-violence, je crois que Israël, dans sa riposte, elle n'a pas ciblé ses actions. Bon, elle n'a pas ciblé, mais au même moment, ce qu'on reçoit comme information est que le Hamas détient des bases au sein des populations civiles. Que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux. Mais quel mot dois-je utiliser? C'est-à-dire que d'abord même, c'est contraire aux déontologies militaires, etc. Comment aller installer des bases au milieu des populations, dans les hôpitaux? Mais c'est-à-dire que c'est inhumain. C'est inhumain. Oui, mais si Israël est autant renseigné, donc elle va tout bombarder sur son passage. Alors donc, ça veut dire que le Hamas met Israël devant un fait accompli. Le fait accompli est que tu ne peux pas m'atteindre si le Hamas prend les populations civiles comme bouclier, avec le consentement de ces mêmes populations civiles. Avec leur consentement? Oui, avec leur consentement. Vous avez vérifié? Parce que si le Hamas a toujours installé ces bases, ces instruments à proximité des populations, au vu et au su des populations, ça aussi, c'est la communication israélienne qui le dit aussi. Personne n'est allé vérifier. C'est la communication israélienne qui le dit. Alors donc, allez-y comprendre. Alors donc maintenant... Est-ce que dans la conscience, on accepte cette guerre, ce massacre qui se joue sous nos yeux? Vous savez, monsieur Samuel, quoi qu'il en soit, le Hamas, c'est pourquoi il a déclenché tout ceci. Le Hamas, c'est pourquoi il se sert des populations comme bouclier. Et le Hamas, c'est pourquoi, jusqu'alors, il a la possibilité de déclarer, comme par exemple Israël a demandé à certains combattants du Hamas de rendre des armes. Si aujourd'hui le Hamas voudrait que cette guerre prenne fin, elle prendra fin. Ça me fait aussi penser un peu cette histoire de putsch, où aujourd'hui dans nos pays on voit que c'est les militaires qui font les coups d'État. Non, on va rester sur Israël. Mais on ne regarde pas sur Israël, si vous permettez. Zana, on regarde plutôt les sanctions etc. Aujourd'hui, il y a une, j'ai envie de dire, une certaine langue de bois pour condamner Israël, pour condamner cette folie meurtrière de l'État hébreu. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a autant de réserves à condamner? Moi, tout d'abord, avant de répondre à cette question, je vais encore vous mener à certaines interrogations. Parce que, selon la nouvelle que nous avons, Israël, en tout cas le gouvernement de M. Netanyahou, était bien informé de l'imminence de ces attaques par 3 voies au moins. Les renseignements égyptiens, les renseignements israéliens eux-mêmes, et puis les renseignements américains. Pourquoi ils ont laissé faire? Peut-être ils savent, c'est pourquoi je dis peut-être, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ils ont laissé faire? Pour justifier aujourd'hui de ce massacre. Vous savez, quand on est un État, ce qu'on appelle un État se fonde sur des valeurs. Sur des valeurs. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, que Israël se comporte plus comme un groupe armé qu'un État. Un État ne fait pas ce genre de choses-là. C'est-à-dire, il se comporte à la hauteur du Hamas. C'est-à-dire, cette violence inouïe, cette, comment dit-on, vengeance plus que proportionnelle à ce qui a été fait. Bon, c'est vrai, on ne dit pas que en soi, parce qu'il y a eu 100 morts ici, il faut forcément avoir 100 morts. Non, eux, ils sont en train de combattre une organisation terroriste. Mais tout ce que moi je dis aujourd'hui, est-ce que les cerveaux de ces attaques-là vivent les lieux qu'ils sont en train de bombarder? Tout le monde sait qu'ils vivent au Qatar, ils sont soit en Iran, etc., etc. Et la grande question revient. Vous avez eu au moins 3 sources concordantes.
de l'imminence de cette attaque-là? Pourquoi vous avez laissé faire? Parce que c'était peut-être dans votre projet? C'est des questions légitimes qu'il faut se poser. Moi, en tout cas, je condamne. Parce que lorsque vous voyez plus de 21 000 morts, 70% de femmes et d'enfants, alors que Israël exporte les technologies qui permettent de cibler, et nous en sommes peut-être beaucoup consommateurs, ils exportent des technologies de pointe pour cibler, pour identifier. Mais je me demande pourquoi, sur ce terrain, sur cette guerre qui est leur guerre, pourquoi ils ne les utilisent pas avec ces bombardements de masse, etc., etc. Je suis désolé. Je ne reconnais pas, moi, l'État d'Israël dans ce qu'ils sont en train de poser comme... En tout cas, c'est inhumain. Ils peuvent décapiter autrement le Hamas. Alors, cette guerre aujourd'hui fait que on parle très peu de la guerre russo-ukrainienne, alors qu'elle également a cours. Est-ce qu'on peut simplement dire que le monde tient son nouveau gâteau et a laissé l'autre? Non, mais ça fait juste le chou gras à cet envahisseur de Poutine. Ça lui fait une très belle part. Et vous voyez, c'est ainsi encore qu'il... tout ce que ça a suscité. Du coup, l'attention américaine s'est tournée vraiment sur Israël. Et donc, il y a des manœuvres également qui ont été orchestrées pour que les républicains ne valident pas l'aide prévue en faveur de l'Ukraine. Et vous voyez aussi en Europe, l'autre là, de la Suède, Olaf... ça c'est l'Allemand, Olaf Scholz, le Premier ministre allemand. Celui qui met le blocus contre les 50 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine. Donc vous voyez, et des manœuvres, il y a d'abord l'attaque contre Israël qui favorise, et aujourd'hui on dirait que c'est l'envahisseur Poutine qui en tire le meilleur profit. Alors donc si aujourd'hui il y a ce nombre pléthorique de morts, moi de loin je pense que ce sont les instigateurs, ceux qui ont préparé ces attaques-là, ceux qui ont dans l'ombre et formaté tout ça, ce sont eux qui doivent porter le bilan de cela. Ils étaient conscients, mais pourtant ils l'ont fait, et je crois que ce sont eux qui sont les instigateurs réels. Aujourd'hui, Poutine, c'est un gain pour lui. Et donc, nous observons, nous attendons de voir. C'est vrai que la semaine dernière, les États-Unis ont encore annoncé 250 millions d'aides pour l'Ukraine. Et l'Union européenne, ils doivent encore se retrouver pour délibérer sur le montant qui est préparé pour arriver en aide encore à l'Ukraine. On entend de voir celui qu'on présente qui fait le blocage, c'est un élément de l'envahisseur Poutine. Est-ce que le conflit russo-ukrainien avec la guerre entre Israël et Hamas, le conflit est en train d'être du has-been? Donc moi, sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux guerres. Et beaucoup de similitudes parce que Poutine, lui, la raison qu'il évoque, c'est parce que il y a la persécution de ces populations qui vivent dans le Donbass, qui se font massacrer. Donc, il est dans une démarche de dénazification de l'Ukraine. Et vous voyez l'État d'Israël qui veut éradiquer aussi le Hamas. Donc, moi, je vois des similitudes. Donc, on ne peut pas d'un côté vouloir condamner l'action du Hamas, vouloir justifier l'action israélienne et vouloir taxer Poutine d'envahisseur. Non, c'est la même logique qu'ils sont en train d'appliquer. Et donc, il faut pas faire du deux poids, deux mesures, quoi. C'est-à-dire, si Poutine se comporte en envahisseur... C'est sur le territoire ukrainien. Oui, et l'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. Mais c'est la même démarche, c'est la même démarche. Si vous comprenez l'histoire, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Soyez élégant dans le débat. Vous savez bien que je sais le faire. Sinon, le débat va être audible. Soyez sage, s'il vous plaît. Donc, ce que je dis, c'est la même rhétorique que monsieur Poutine a utilisée. Parce que les populations du Donbass sont essentiellement russophones. Si vous n'avez pas compris l'histoire du Donbass, comprenez-le. Donc, et aujourd'hui, ces États-là ont voté pour le rattachement.
vis-à-vis de la Russie. Ils ont voté leur autonomie. Donc aujourd'hui, et ils ont signé des accords pour que la Russie les défende. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. Donc aujourd'hui, vous verrez même que dans la moralité de la chose, je crois qu'à un sommet, pour condamner l'action israélienne, même la Russie s'est abstenue. La Russie s'est abstenue de voter. La Russie s'est abstenue de voter. Donc ça veut dire que, d'une part, peut-être, il y a des non-dits. Peut-être le monsieur qui s'est lié dans l'invisible nous en dira plus. Donc, moi, je crois que ces deux situations sont assez illustratives de ce que le monde des relations internationales est devenu aujourd'hui. De cette hypocrisie-là. Ma foi, je crois que si nous avons tant de problèmes dans nos affaires de démocratie, etc., c'est-à-dire, ça veut dire que nous avons suffisamment importé des modèles qu'on croyait parfaits. Et pourtant, ce n'est pas réellement parfait. Je crois peut-être qu'il est temps de retourner peut-être à nos valeurs, de refonder nos États sur nos propres valeurs, de manière endogène, que d'importer tout ce qui vient d'ailleurs. Nous avons trop importé béatement des choses qui nous sont aujourd'hui des problèmes, des obstacles à notre développement. D'accord, on va passer au dernier sujet si vous permettez, c'est le Togo. On fait le point de la diplomatie togolaise, les bons points de cette diplomatie pour l'année 2023. Le ministre de la diplomatie, Robert Doucet, a fait le point devant la presse. Il a parlé donc des choses qui ont été faites sur le plan diplomatique en 2023. Et en bref, on peut dire, selon le ministre, en 2023, le Togo a renforcé son engagement pour la paix et la sécurité en Afrique. Parmi les faits ayant évoqués, il y a la médiation dans la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui a été mise en avant. Il souligne également l'engagement du Togo en faveur de la stabilité régionale. De plus, le ministre a souligné la facilitation auprès de plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Soudan, démontrant ainsi le rôle crucial du Togo dans la résolution des tensions internationales. Yahweh Klonokounou, Robert Doucet, professeur Robert Doucet, j'ai envie de dire, se note lui-même et cette mention honorable avec les félicitations du jury pour sa diplomatie. Mais, monsieur Samuel, je ne sais pas pourquoi le ministre Doucet fait une publicité pour sa personne. Je ne sais pas pourquoi il se fait des éloges de manière qui ne dit pas son nom, mettant le chef de l'État de façade, mais je ne sais pas quelles sont ses intentions. Qu'est-ce qu'il a en projet pour faire sa promotion, sa propagande. Et je crois qu'il s'agit d'un gouvernement. Et ma foi, si le chef de l'État ne doit pas présenter un état général de l'action du gouvernement, soit il délègue, il y a un chef du gouvernement. Alors donc, peut-être que c'est une nouveauté. Peut-être que nous avons encore combien de jours avant la fin de l'année. Peut-être que les autres membres du gouvernement également... Il reste une journée, oui, donc peut-être que les autres membres du gouvernement aussi vont monter au créneau pour le même exercice. Non, mais je crois que en réalité, bon, si je ne veux pas lui prêter des intentions, si je vais estimer que c'est juste pour sauvegarder encore son poste, c'est pour s'assurer que le poste des affaires étrangères lui serait toujours acquis à jamais. Mais moi, je vais dire que le chef de l'État, c'est un homme mystérieux. Le chef de l'État que moi, je peux même oser dire que quelqu'un que j'ai connu spirituellement, c'est un homme... Tu l'as connu spirituellement? Spirituellement puissant. C'est un homme spirituellement puissant. Très puissant et qui n'est pas... Est-ce que c'est mon son adapté à ce plateau-là? Et qui n'est pas facilement... C'est quelqu'un mystérieux, c'est quelqu'un qui est on n'improvise pas, c'est-à-dire qu'avec le chef de l'État, il est imprévisible. Le chef d'État est imprévisible. En même temps, est-ce qu'on ne va pas être honnête, peut-être pour reconnaître que Robert Doucet est un bon diplomate? Monsieur Samuel, je crois que les actions du gouvernement, il revient soit au chef de l'État, ou il délègue, il délègue le Premier ministre de façon... Souvenez-vous, quand dernièrement, c'est sur vos plateaux c'est vos confrères de New World qui ont que le chef de l'État a reçu, qui s'est exprimé, et il a parlé de façon générale des actions du gouvernement, etc. Alors donc, de toutes les façons, moi,
je retiens tout simplement que monsieur le ministre Robert Doucet vient faire sa propagande. Parce que même dans aucun pays du monde, même si les pays occidentaux, je n'ai pas vu ça, qu'un ministre qui se lève à fin d'année, qui fait sa propagande, etc. Il fait, etc. Non, de toute façon, il a forcément des intentions, il a forcément un projet, mais moi je dis que le chef de l'État c'est un homme mystérieux, très imprévisible et bon, on verra. Enfin, Zana, est-ce que vous pensez comme Robert Doucet que la diplomatie togolaise en 2023 a été très active et surtout très engagée pour la paix sur le continent africain? Est-ce qu'il faut encore le dire? Est-ce qu'il faut encore le dire? Mais c'est bien évident. Et sur ce plateau, par le passé, un passé très récent d'ailleurs, le ministre de la Sécurité venait régulièrement faire le bilan. Et ce qui est... En fait, c'est ça qui devrait être normal. C'est-à-dire, peut-être on nous a habitués à la normale, si bien que quand quelqu'un fait ce qui est normal, c'est-à-dire ce devoir de redevabilité devant ses citoyens, on trouve qu'il est en train de faire le culte de sa personne. Sinon, normalement, chaque département devrait faire le bilan de son action. Tout à l'heure, la même personne qui reproche à M. Tshisekedi qu'il a pris la parole au nom de son ministre de la Sécurité, on reproche à un ministre d'avoir pris la parole. Donc laissez-moi parler, laissez-moi m'exprimer. Acceptez la contradiction. S'il vous plaît. Il n'y a pas du tout d'amalgame. Acceptez la contradiction. Acceptez la contradiction, s'il vous plaît. Je voudrais dire, acceptez un débat élégant, s'il vous plaît. Je dis, la même personne qui reproche à un chef de l'État d'avoir pris la parole au nom de son ministre de la Sécurité, il reproche l'inverse. Donc moi je dis que le ministre Robert Doucet, c'est une obligation. C'est ça qui devait être la normale, de faire le bilan de son activité. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, moi je crois que jusqu'alors c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères que le Togo ait connu. Et vous avez vu sur la scène internationale, non seulement chargé de protéger les intérêts du Togo à l'international, le Togo s'est démarqué en allant s'impliquer dans les conflits sous-régionaux et même parfois qui sont au-delà de la sous-région dans leur résolution. Faut-il le taire? Il ne faudrait pas le taire. Et ce n'est pas lui-même qui a été le premier à le dire. Ça se dit sur les médias, l'implication du Togo, de la diplomatie togolaise. Lorsque récemment, le président malien, Assimi Goïta, l'a décoré, mais il a dédié cette médaille à qui? Au chef de l'État, parce que c'est lui qui impulse. Lui, il n'est que l'exécutant. C'est le chef de l'État qui définit les grandes lignes. Et lui ne fait qu'exécuter. Le chef de l'État, lui, le stratège, le ministre, le technicien. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire plutôt... C'est là plutôt où se situe l'amalgame. Je ne vois pas d'intention particulière. Monsieur Robert Doucet, c'est un homme très effacé. Il ne s'est jamais impliqué dans les affaires de politique politicienne pour qu'on lui prête une intention. D'ailleurs, même sa longue carrière avant d'atterrir dans la politique togolaise, ça en dit long sur son parcours. Hein. Il n'a pas commencé la diplomatie à partir du Togo. Je crois que beaucoup de gens, sûrement, ignorent son CV, ils ignorent son expérience. Sinon, ils ne diraient pas certaines choses. Allez du moins lire les livres du professeur Robert Doucet. Je crois qu'on devrait plutôt acclamer l'excellence. D'accord. En même temps, on peut tout dire, hein, parce que comment je regarde, Doucet s'est impliqué dans le Mali, s'est impliqué au Niger, s'est impliqué à Ouaga, s'est impliqué au Soudan, s'est impliqué... En tout cas, il était sur beaucoup de terrains. On peut le comparer à M. Elliott Hill. Monsieur Samuel, moi, je veux aussi en même temps comparer pour dire que quand je vois les actions du professeur Kokoroko, comment l'université est transformée de façon directe, les Togolais qui vivent, les retombées de façon directe, quand je vois aujourd'hui le ministère des enseignements primaires secondaires et comment les transformations que vivent les Togolais de façon directe et dans leur intérêt jusqu'aux citoyens, oui, moi, j'ai envie, et parce que là, c'est dans l'intérêt.
de mes compatriotes, des citoyens. J'ai encore envie, pourquoi pas, de dire, ben oui, quand je vois le ministère de la Sécurité, où aujourd'hui, au Togo, même, en n'importe quel moment, tu peux circuler librement, sans être inquiété, etc. Il n'y a pas des groupes armés, il n'y a pas des armes qui circulent pour faire un clin d'œil à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes. J'ai encore envie de dire, il y a encore d'autres, beaucoup, le ministère du Développement, la base, etc. Et j'ai encore envie, monsieur Samuel, j'ai encore envie. Et ça, c'est de façon directe pour l'intérêt des citoyens. Ça, c'est les gains directs des citoyens. J'ai encore envie de dire, monsieur citoyen, monsieur Samuel, voilà. Hein, j'ai encore envie de dire, de faire ces remarques-là, hein, etc. Alors donc, moi j'insiste toujours pour dire que Monsieur Doucet, le ministre Doucet, il fait sa propagande, il fait sa publicité, etc. Et donc, bon, libre à lui. Mais toujours est-il que je dis que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est imprévisible. Bon. Sur le plan spirituel, vous avez rajouté. C'est un homme très puissant. Ça, j'insiste, je le dis. C'est un homme très puissant. Ça, je te le dis. C'est un homme très puissant. Cette terminologie n'est pas adaptée à ce plateau. Bon, bref. Non, vous n'êtes pas le maître du patron. Oui, mais le domaine spirituel, s'il vous plaît. Vous pouvez nous faire l'économie de ça. On reste sur la diplomatie. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est cet engagement du Togo à maintenir la paix sur un continent. Aujourd'hui, le Togo est devenu incontournable. Oui, en fait, il faut comprendre aussi, c'est ça aussi, il faut comprendre aussi la spécificité de chaque département. La diplomatie, c'est tourner vers l'extérieur. La diplomatie, ce n'est pas tourner vers l'intérieur. C'est ça peut-être que M. Cyril n'a pas compris. Parce que, quand nous voyons aujourd'hui que... Monsieur, laissez-moi parler. Soyez les gars. Monsieur Cyril, soyez moins goujat. Laissez-moi m'exprimer. Soyez moins goujat. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que vous m'avez bloqué. Ça fait 3 fois. Vous avez votre temps. Monsieur, mais c'est goujat de me couper. Oui, c'est goujat. C'est goujat. C'est goujat. Je n'ai plus accepté de retrouver. Mais monsieur, vous n'empiétez pas. Maîtrisez votre temps de parole. Monsieur, maîtrisez votre temps de parole. Monsieur, maîtrisez votre temps de parole. C'est goujat de me couper. Si vous avez beaucoup de laisser les gens parler. Et beaucoup de santé, de paix et de joie dans vos familles.